Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce workshop intitulé Territoire connecté, plus intelligent mais pas n'importe comment. On va vous parler aujourd'hui de la Smart City. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que la Smart City peut servir des enjeux de transition environnementale, mais également ses impacts, et donc plus largement les impacts du numérique. Et finalement, ce qu'on va vous proposer d'aborder, c'est comment la transition environnementale peut être compatible avec la transition digitale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas? N'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure dans le chat sur le côté. Si ça nous permet de préciser nos propos au fil de l'eau, on le fera avec plaisir. Et sinon, on essaiera d'avoir un petit temps de questions-réponses en fin de workshop. Alors déjà, pour commencer, ce qu'on voulait vous proposer pour avoir un petit peu une idée de qui était en face de nous, n'hésitez pas à indiquer dans le chat, qui êtes-vous, juste au travers de ces 4 catégories, entreprises, collectivités, étudiants, universitaires ou grand public. Voilà, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, c'est juste pour que voilà, on se connaisse un peu mieux. Et du coup, pour se connaître un peu mieux, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Camille Léa Passerin, je dirige les activités de conseil au sein de la filiale ingénierie conseil du groupe Suez. Et j'ai également en charge le développement de nos projets Smart City en France. Et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec Virginie Leclerc, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc oui, Virginie Leclerc, je suis responsable des stratégies bas carbone au sein de Suez Consulting, et donc on accompagne les territoires et les organisations dans ces stratégies. Et je vous propose du coup de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, en vous posant une question. Pareil, ne soyez pas timide, j'espère. Si on vous dit Smart City, à quoi ça vous fait penser? Quels sont les mots-clés finalement, le premier mot-clé qui vous vient en tête quand on vous parle de Smart City, qu'est-ce que c'est? Et comme je sais qu'il y a un petit lag technique entre la diffusion de ma question et la capacité que vous avez à y répondre, mais j'espère quand même que vous y répondrez. Je vais attendre un tout petit peu pour le suspense, mais j'ai prévu un petit backup technique que je vais partager maintenant. Et donc, voilà un petit peu un nuage de mots-clés qui est souvent évoqué quand on pense à la Smart City. On pense souvent, en tout premier lieu, au digital, à l'IoT, aux capteurs, aux objets connectés, à la notion de plateforme, à la notion de données. Et finalement, on voit beaucoup surgir cette dimension digitale de la Smart City en premier lieu, avant d'imaginer quel enjeu elle sert. Et donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, peut-être, j'espère vous apprendre ou vous donner des informations en tout cas, c'est que finalement, cette Smart City qui évoque beaucoup de digital, c'est avant tout une ville qui est centrée sur ses usagers, sur ses usages, et ça va être avant tout un projet de performance qui répond à différents grands enjeux, bien au-delà du développement du digital. Le premier enjeu, c'est l'enjeu d'améliorer la qualité de vie de la population et d'offrir de nouveaux services aux citoyens et aux acteurs d'un territoire. Le deuxième, ça va être d'optimiser les services publics, de maîtriser les coûts de ces services et du coup d'optimiser les investissements. On va avoir d'ores et déjà un enjeu autour de l'optimisation de l'utilisation des ressources, et c'est là qu'on va commencer à effleurer l'idée qui peut lier transition numérique et transition environnementale. Et puis, ce sont aussi des outils en cas de gestion de crise ou d'événements. Et donc ça, on a pu le voir cette année écoulée avec la crise Covid. Je vous reparlerai de l'exemple de Dijon, mais dont une des premières grandes Smart City françaises et dont le poste de pilotage a bien servi pendant cette gestion de crise. Et donc, au global, on va chercher à renforcer l'attractivité de la ville. Et finalement, du coup, dans cette définition de la Smart City et dans les enjeux qu'elle adresse, le digital n'est entre guillemets que un levier important, mais et surtout un levier. Un levier parce que le digital nous offre des objets pour collecter de la donnée. Il nous offre aussi la possibilité de la restituer, cette donnée, et de la restituer d'une telle manière qu'elle va pouvoir impacter les usages. Le digital nous offre aussi la possibilité de mettre en relation des problèmes et des solutions, et également d'améliorer les interactions entre autorités locales et citoyens, entre autorités locales et autres acteurs du territoire. Voilà, améliorer les interactions globalement entre un réseau d'acteurs. Donc, si je rentre un petit peu dans le concret, maintenant que je vous ai expliqué les enjeux que cherche à adresser une Smart City,
Au-delà du concept, la Smart City, c'est un grand mot qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce que c'est réellement? Et en réalité, quand on parle de Smart City, on va surtout, à l'échelle d'une collectivité, aujourd'hui, parler d'un projet Smart City qui va adresser un ou plusieurs services urbains. Souvent, on dit qu'il y a 6 services urbains, 6 typologies de services qui peuvent adresser par les projets de Smart City. Ici, vous en verrez 9, je crois, parce que j'ai découpé, avec mon prisme suézien, j'ai découpé l'eau, les déchets et les espaces verts qui sont des services à l'environnement que l'on accompagne. Mais voilà, globalement, ce sont des projets qui adressent ces différents services urbains. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc, par exemple, justement, autour de la gestion de l'eau, des déchets ou des espaces verts, un projet Smart City, ça va pouvoir être d'équiper les services d'un certain nombre de capteurs qui vont permettre de remonter de l'information et d'améliorer la façon d'opérer les services. Donc, par exemple, dans l'eau, on peut avoir un capteur qui nous permet de remonter une information, je ne sais pas, d'une fuite de manière plus rapide et du coup d'intervenir de façon plus réactive et plus efficace, voire mieux localisée. Sur les déchets, ça peut être des capteurs dans les bennes qui vont permettre de ne collecter la benne que quand elle est pleine et donc d'éviter des rotations de camions dans la ville pour aller collecter des bennes qui ne sont pas pleines et du coup d'optimiser la tournée. On va pouvoir aussi réfléchir à des logiques d'arrosage intelligent pour les espaces verts, de pouvoir arroser les espaces verts que quand les données hygrométriques et météorologiques le nécessitent. Autour de la mobilité, on peut imaginer des sujets de nouvelle mobilité, favoriser l'autopartage par la mise en relation des usagers, favoriser les transports en commun par la mise à disposition d'un réseau de transport et d'un flux plus adapté aux usages et à la quantité d'usagers à desservir, ou par une meilleure action sur la signalisation et le trafic. Je sais par exemple que telle rue à tel moment de la journée est très encombrée et je vais gérer de manière intelligente toute ma signalisation du quartier pour favoriser le trafic à cette heure-là, précisément à cette période-là. On va avoir une même logique sur l'éclairage public. Déjà, la technologie LED nous permet de faire des économies d'énergie conséquentes, mais en plus de piloter de manière mutualisée, globale, l'éclairage public et de l'adapter aux usages. Une rue doit être particulièrement passante parce qu'il y a un événement. Je vais mettre une luminosité plus importante à ce moment-là de l'événement pour favoriser l'évacuation de l'événement. La sécurité est également une verticale très adressée par les projets de Smart City, puisque l'outil même de vidéosurveillance est un outil qui peut être utile à tout plein d'autres usages et faciliter la vérification d'une information avant de déclencher l'intervention. On va également digitaliser ou pouvoir digitaliser et développer de nouvelles interactions avec les citoyens et changer les services publics et du coup la nature des services publics. Par exemple, je constate un événement sur une voirie, je ne sais pas, il y a un poteau qui a été abîmé parce qu'une voiture l'a effleuré, il est renversé. Un citoyen pourrait prendre son téléphone, appeler la mairie pour signaler ce désordre et déclencher l'intervention. Ou on peut imaginer des applications qui permettent de remonter l'information et de pouvoir suivre dans le temps comment elle a été traitée ou non par les services de la collectivité. Et enfin, une dernière verticale souvent adressée va être autour des bâtiments publics, par exemple, et de leur efficacité énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'en pilotant mieux les équipements de chauffage ou de climatisation, souvent on sait qu'on surconsomme, une pièce est chauffée alors qu'elle n'est pas utilisée, ou à l'inverse climatisée alors que la température extérieure ne le nécessite pas, et bien justement avec plus de données, plus de capteurs, on va être capable de mieux ajuster l'utilisation de ces équipements à la réalité de leurs usages et du coup de faire des économies. Donc ça, c'est des exemples, hein, ça reste anecdotique, j'en ai conscience, mais des exemples brique par brique que je voulais vous donner. Et puis la dimension supérieure en fait, de la Smart City, c'est de se dire qu'en plus, en mutualisant la gestion de ces services, on peut avoir un effet de levier encore supplémentaire en optimisant les ressources, les infrastructures et les réseaux urbains. Donc par exemple, on identifie un événement parce que la vidéosurveillance nous permet, parce qu'il y a une alerte d'un citoyen. Avec la vidéosurveillance, on va aller vérifier l'événement. Et puis, il se trouve qu'il y a un agent qui intervient dans la zone sur un autre sujet qui va pouvoir intervenir sur un autre sujet, peut-être l'arrosage public, qui va pouvoir aller intervenir sur la voirie pour vérifier l'événement en question. Donc, comment aussi la mutualisation de la gestion de ces services est un effet de performance en plus. Et juste pour illustrer ça avec deux projets qu'on connaît très bien, puisque le groupe Suez, on intervient dans ces projets Smart City qui sont des projets français assez récents et assez rayonnants. Je voulais juste vous faire
un bref focus sur ces deux projets de Dijon et d'Angers. Donc Dijon aujourd'hui, c'est un des premiers projets de Smart City en France et qui a adressé les thématiques de la vidéosurveillance, de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Dijon? C'est qu'un poste de pilotage centralisé a été mis en place pour gérer ces services dans un lieu unique et voir comment, en gérant ces services de façon mutualisée, on pouvait tirer à la fois le meilleur des équipements, rationaliser la gestion de ces différents marchés, moderniser le patrimoine parce qu'on allait du coup avoir un investissement, faire des gains de performance sur les investissements, sur les équipements et donc du coup pouvoir investir dans d'autres domaines et puis mettre à disposition des nouvelles informations aux citoyens. Donc pour quelques données clés sur ce projet, on poursuivait à Dijon une recherche d'économie d'énergie de près de 65% sur l'éclairage public. Et donc cette économie d'énergie, elle permettait réellement du coup de lui faire un levier financier pour du coup aller optimiser des investissements sur d'autres équipements. On a aussi amélioré la réactivité des réponses à des demandes d'intervention et du coup la capacité d'en traiter finalement plus. Donc vous voyez là, on est sur des leviers de performance qui permettent finalement, au travers d'un projet Smart City, de faire plus avec un investissement pour la collectivité qui est le même initialement. Désolée pour les petits divertissements, je ne sais pas si vous entendez toquer, forcément c'est la joie du télétravail et c'était assez inattendu. Deuxième exemple que je voulais mentionner, c'est le territoire intelligent d'Angers, qui est un projet qui est tout récent, là, sur lequel le groupement Engie Suez vient d'être attributaire il y a à peu près un peu plus d'un an, et qui là affirme encore plus l'ambition que la Smart City serve les enjeux de la transition environnementale, puisque là on affiche clairement, alors déjà on va travailler sur toutes les verticales dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc une vraie volonté de mutualiser et d'avoir un projet de performance en mutualisant en réfléchissant comment on mutualise au maximum les services publics, et on va vraiment mettre en avant des objectifs d'économie de ressources, en faisant des économies d'énergie sur l'éclairage public, des économies d'énergie dans les bâtiments publics et par exemple des économies de ressources en eau pour les espaces verts. Donc là, on a vraiment cette orientation-là qui est prise de façon très forte. Je ne rentre pas dans les détails des sous-projets parce qu'on a un temps très contraint. J'espère que ça vous donnera la curiosité d'aller creuser un peu ces questions, mais de voir vraiment comment, voilà, en mettant en place des services sur chacune de ces métiers, on peut avoir des leviers de performance qui servent du coup un enjeu de transition environnementale, qui servent aussi un enjeu de meilleurs services auprès des habitants et de meilleur pilotage des services à l'environnement. Et là, je voulais juste, pour finir l'illustration, vous montrer physiquement, concrètement à quoi ça peut ressembler à Dijon. Donc, vous voyez, il y a un vrai lieu qui existe et qui permet de mettre en commun les équipes qui travaillent. On a en fait la police municipale qui est derrière cette cloison confidentielle, les services qui gèrent l'éclairage public, les bornes d'accès, la vidéosurveillance et la signalisation lumineuse tricolore qui sont ici. Et ici, bon, ce n'est pas flagrant sur la photo, mais ce sont les équipes qui gèrent le réseau de transport de bus de la collectivité. Et du coup, toutes ces personnes peuvent réellement, en termes d'interaction, être beaucoup plus réactifs au quotidien. Mais du coup, vous avez compris, je vous ai parlé comment la Smart City pouvait servir effectivement cette transition environnementale, mais ça nécessite de déployer quand même des équipements sur le terrain et de développer en fait des outils du numérique. Alors, est-ce que Virginie, en termes d'impact du numérique par rapport à ce qu'on dit que ça sert en termes de transition environnementale, comment on est du coup? Quel est l'impact du numérique? Effectivement, Camille, la question doit être posée parce que, en effet, le numérique a un impact sur l'environnement. Il y a plusieurs études qui l'établissent. On a notamment les rapports du Shift Project, avec donc les chiffres que vous voyez à l'écran, je vais y revenir, plutôt donc à l'échelle internationale. Il y a également donc des rapports et des études qui ont été faites dans le cadre de la commission d'enquête qu'a menée le Sénat très récemment, l'année dernière, donc là à l'échelle France. Si on regarde donc à l'échelle internationale, on voit qu'aujourd'hui, le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus que l'aviation civile. Et je vous parle de l'aviation civile avant crise sanitaire, bien sûr. En France, le numérique représente 2% des émissions. Alors, ce n'est pas du tout négligeable comme donnée, mais pour autant, ce n'est pas le poste le plus important.
Mais pour autant, par contre, ce qui est vraiment, je dirais, très marquant par rapport au numérique, c'est sa croissance. Et c'est vraiment ça qui nous interpelle aujourd'hui, puisque l'on voit que la consommation énergétique du numérique dans le monde augmente de 9% par an. Et à cette vitesse, on voit que d'ici 2025, donc c'est demain, dans 4 ans, dans moins de 4 ans, le numérique pourra représenter 8% des émissions. Et là, on est donc au même niveau que la part des voitures individuelles. Donc effectivement, très important. Alors, pourquoi un développement si rapide? Donc ceci est dû à la croissance très importante de la quantité de données que l'on échange. On a une consommation annuelle de données qui est en plein développement de 25% par an, qui augmente donc de 25% par an. Et également, on voit une croissance côté appareils utilisés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards de smartphones en circulation dans le monde et que chaque année, il y en a 1,5 milliard qui sont produits en plus. Et à l'échelle France, donc, on a une étude établie par l'ARCEP, donc c'est l'autorité de régulation des composants, donc des communications électroniques, qui donc, a sorti différentes études sur les impacts du numérique et également un baromètre sur les usages donc, en 2019. Et on voit effectivement, alors sans surprise, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont connectées à Internet. La progression s'est faite sur les 15 dernières années de 50 à plus de 80%. Et donc, des temps sur Internet qui sont de plus en plus longs. Aujourd'hui, on est en moyenne à 5 heures de temps passé sur Internet avec 2 heures sur mobile. Donc, c'est vraiment très important. Et ce que l'on constate aussi depuis plus récemment, c'est un temps très important passé au niveau des vidéos. Mais j'y reviendrai plus en détail par la suite. Donc, finalement, comment l'impact du numérique sur le climat se répartit. Donc, ce qu'il faut bien donc, situer, c'est qu'on a différents terminaux, donc ce sont les ordinateurs, ce sont les smartphones, les tablettes, qui vont communiquer entre eux via des infrastructures réseau. Donc, ce sont les antennes mobiles, ce sont les câbles terrestres, les câbles sous-marins, la fibre optique, et qui vont donc échanger toute une série de données qui se retrouvent dans les centres de données. Alors, bien sûr, pour produire ces différents éléments, on a besoin d'énergie. Et donc, l'énergie va produire des émissions de gaz à effet de serre selon sa production et va donc avoir un impact sur le climat. Donc, il y a vraiment tout un besoin pour la fabrication et donc un impact à la fabrication, mais également dans le cadre des usages. On va utiliser de l'énergie dans le cadre des usages et on voit donc également l'impact très important de ce dernier. Donc, à l'échelle globale mondiale, on voit finalement que c'est l'usage qui a l'impact le plus important. Mais justement, de quels usages parle-t-on? En réalité, donc, toujours d'après le Shift Project, donc il s'agit d'un des rapports du Shift, on voit la part prépondérante de la vidéo en ligne. Donc là, on est passé aujourd'hui dans les usages, on est à 80% d'usage pour la vidéo, donc, dont 60% de vidéos en ligne. Et vous voyez donc les différentes applications. Comme je vous le disais, donc le baromètre de l'ARCEP a identifié qu'il y a de plus en plus de souscriptions en ligne à des abonnements vidéo. Ça a vraiment explosé sur les dernières années. Et ce n'est pas nécessairement dû à la crise sanitaire, c'était déjà avant. Et donc, il y a vraiment un développement très fort donc, des usages vidéo. Et les 20% restants correspondent finalement à tout le reste. Donc, c'est-à-dire l'échange de mails, l'échange de documents, les chats, etc. Donc, on voit en termes d'usage cette importance de la vidéo qui représente donc pour la vidéo en ligne à l'échelle internationale environ les émissions annuelles d'un pays comme l'Espagne. Alors, on voit donc tous ces impacts sur le climat. Bien sûr, il y a d'autres impacts sur les ressources, donc des impacts sur les matières premières, on le sait, notamment les métaux rares qui se retrouvent donc en grande quantité dans les différents appareils électroniques. Mais la difficulté justement avec ces métaux rares, c'est qu'ils sont
très dispersés dans l'environnement. Ils ne sont pas particulièrement rares, mais ils sont très dispersés. Et dès lors, il y a une certaine difficulté à les extraire. On a besoin de mobiliser des quantités de terre très importantes. Et ceci implique un impact environnemental considérable à leur extraction. En plus de cela, on a bien sûr des enjeux géopolitiques importants. Il y a des enjeux géopolitiques globaux liés aux matières premières, mais en particulier avec les métaux rares. Il y a la question prépondérante de la Chine aujourd'hui, et c'est un sujet que l'Europe suit de près. On dépend à plus de 90% de la Chine par rapport à l'importation de ces métaux rares aujourd'hui. Il y a aussi des questions très sensibles sur d'autres types de métaux rares, d'autres importations, notamment en Congo, où il y a les fameux minerais de sang. Donc, de grandes questions qui se posent aussi sur ce plan-là. Et enfin, question qui est donc en lien, donc c'est la question du recyclage. Aujourd'hui, sur les 60 différents métaux présents donc, dans les différents terminaux, seulement 20 sont recyclés. Et si on se concentre sur les métaux rares, on est à moins de 1%. Donc là, on voit il y a un énorme champ de progression devant nous concernant le recyclage. Côté eau également, donc là, il y a un impact sur la ressource en eau, un impact en termes quantitatifs. On utilise de grandes quantités, aussi bien à l'usage, puisque on a besoin notamment de refroidir tous ces appareils via les circuits de refroidissement, mais également à l'extraction. On va utiliser de grandes quantités d'eau pour extraire les matières premières, les métaux rares, et on va aussi être amené à y ajouter des produits qui vont se retrouver dans les eaux de surface, dans les nappes phréatiques, et qui vont donc les polluer. C'est notamment un très gros sujet en Chine, en Mongolie intérieure, où le fleuve est complètement pollué et il y a des soucis en lien avec des développements de cancer dans certains villages qui se trouvent dans cette région-là où ces métaux rares sont extraits. Et donc là, on voit donc les impacts directs finalement sur les ressources, sur l'environnement. Il y a également un effet indirect qui n'est pas toujours facile à appréhender et à anticiper. Et cet effet indirect est l'effet rebond. Il a été défini par la Commission nationale du numérique comme étant finalement des économies d'énergie qui étaient identifiées suite à la mise en place d'une application, d'une solution numérique, qui vont finalement être annulées ou réduite parce qu'il y a eu un autre comportement, une adaptation du comportement des individus ou de la société. On peut prendre l'exemple du covoiturage. Donc, imaginons donc, une application de covoiturage qui est développée. Les conducteurs d'un tronçon de route sont en communication et vont donc, on peut imaginer donc, que certaines voitures ne seront plus utilisées parce que donc, les conducteurs covoiturent. Et donc là, effectivement, on a un gain direct. Mais à ceci va s'ajouter des comportements du type changement modal. Donc, par exemple, certaines personnes qui prenaient le train vont finalement trouver que c'est moins cher d'utiliser le covoiturage, cette solution-là. On a également des personnes qui ne faisaient pas le trajet et qui vont peut-être commencer à le faire pour des raisons de loisirs, parce que justement, il y a cette option de covoiturage qui s'offre. Ou encore, sur le plus long terme, on peut imaginer que des personnes, parce qu'elles ont cette solution de covoiturage, vont finalement habiter un peu plus loin. Et donc, il y a un étalement urbain. Et vous voyez donc sur ce support, dans l'exemple, sur un territoire donné, qu'on a finalement une réduction de l'impact, on a moins de réduction d'énergie, donc moins de réduction d'émissions qu'attendu. Donc ça, c'est un effet négatif, indirect, et qui est parfois... qui est souvent mal appréhendé. Mais alors du coup, Virginie, est-ce qu'on est en train de se dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Smart City, c'est pas une si bonne idée et que finalement, en adaptant les usages, on risque de les redévelopper et finalement, du coup, de réaccélérer l'impact. On dit d'un côté, il y a l'impact initial du numérique et il y a l'effet rebond qui, du coup, a un impact supplémentaire. Du coup, il faut le mettre en regard de l'effet que j'appelle domino pour pas l'appeler rebond, mais positif. Se dire, le report dont tu parles là, on peut aussi imaginer que si on a un service de transport en commun qui est plus adapté aux usages
et qui est du coup qui sera du coup plus utilisé, et d'imaginer des reports de la voiture vers le transport en commun, j'imagine. On peut aussi mettre en balance d'autres thèmes, en fait. On peut se dire, il y a le côté course aux nouvelles technologies, donc du coup, tu mentionnais les ressources rares qui sont allées rechercher, ou la consommation de ressources en eau, versus le fait même que ces nouvelles technologies participent à optimiser un certain nombre de ressources. Et puis après, il y a un sujet un peu plus individuel qui est qu'autour de toute la data qui est générée par un projet de Smart City, il y a plein de questions qui émergent dans le monde sur la protection de ces données, et on voit bien tous les sujets émergents sur ces sujets-là, versus mieux me connaître moi en tant que citoyen permet finalement d'améliorer mon quotidien, parce qu'on va mieux adapter le service à mon usage. Donc finalement, la Smart City, une fausse bonne idée? Non, bien sûr, on ne va pas arriver à cette conclusion. Mais ce qu'on va souligner, c'est l'importance d'avoir la balance, en fait, et d'avoir la conscience de ces différents côtés de la balance, et de se dire que pour qu'effectivement la Smart City soit une bonne idée et soit au service de la transition environnementale, il est indispensable, et plus largement, pour qu'elle contribue en fait aux objectifs de développement durable des Nations Unies, on va y aller franchement, il est indispensable qu'à sa conception et à son développement, on ait pris en compte ces impacts, et qu'elle soit construite dans la logique d'être au global plutôt positive et favorable à la transition environnementale. Concrètement, comment on fait ça? Mais tout à fait. Donc, les territoires se sont saisis de la question de la transition écologique, et finalement, la question du numérique doit en faire complètement partie. Et une des façons, et c'est en plein développement, c'est d'avoir une réflexion globale autour du numérique au travers de stratégies numériques responsables. Nous, on est d'ailleurs en train d'accompagner la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le sujet. Donc, on développe une stratégie numérique responsable qui peut être finalement décrite comme telle. Donc, on a une première approche qui va être une identification des enjeux du territoire. On va poser un diagnostic sur les impacts numériques, et sur cette base, on va pouvoir en tirer des conclusions, identifier des leviers et dresser donc la feuille de route pour aller vers un numérique qui soit responsable. Si on regarde un tout petit peu plus dans le détail ces différents éléments, donc on peut regarder dans un premier temps de façon qualitative comment le territoire se positionne par rapport donc au numérique responsable. Quelle est sa maturité? Donc là, on pourrait par exemple regarder donc tout l'environnement de systèmes d'information en se questionnant sur la gouvernance, les infrastructures, les postes de travail, la fin de vie. On va poser toute une série de questions évaluatives qui vont nous permettre de situer le territoire. Et donc, il faut savoir qu'à ce sujet, il existe plusieurs référentiels. Là, c'est l'exemple de Agit, mais il y a notamment des référentiels en développement côté Institut numérique de responsables. Ensuite, il faut également se poser des questions de façon quantitative. Donc là, on va vraiment mesurer les impacts du numérique. On a différents outils à disposition, je dirais les outils classiques de la mesure des impacts sur l'environnement. Donc, il y a le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour l'aspect climat et l'analyse de cycle de vie, qui est l'outil de mesure des impacts environnementaux d'un produit de sa fabrication à sa fin de vie. Alors, ce sont des outils qu'on utilise, et pour autant, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que quand on doit formuler des hypothèses pour identifier ces impacts, il y a un manque de références communes, de référentiels. Et c'est donc une question qui est complètement prise en main, je dirais, à l'échelle française, puisque aujourd'hui, il existe des projets pour développer ces référentiels. Il y a notamment le projet de recherche NEGA-Octet, donc qui établit un référentiel d'évaluation de l'impact environnemental des services numériques. Et également, le gouvernement a donné comme mission à l'ADEME et à l'ARCEP de développer une méthode de quantification des impacts numériques. Sur la base donc de ce diagnostic, on va alors pouvoir dresser une feuille de route, donc identifier l'ensemble des pistes d'action du territoire en construction avec les parties prenantes. Et donc là, on va d'une part se baser donc sur toutes les potentialités du territoire, donc vraiment tout ce que le territoire peut faire directement. Et là, certainement, pour l'impact du numérique, il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que
communiquer, sensibiliser et former les différents acteurs justement à ces impacts qui ne sont pas encore aujourd'hui assez connus, notamment on l'a vu avec les usages, la vidéo, la place que prend la vidéo, donc c'est pas suffisamment connu. Et par ailleurs, le territoire peut se baser sur tout le cadre national qui est en cours de développement. On a vu, il y a une proposition de loi du Sénat sur l'empreinte environnementale du numérique qui a été adoptée au tout début de cette année. Et également, le gouvernement a adopté sa feuille de route numérique et environnement à la fin du mois dernier. Et donc, si je resitue rapidement finalement ce que reprend cette feuille de route, on voit qu'on est vraiment dans les éléments clés que l'on a abordés aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Il faut d'abord vraiment comprendre ce dont on parle, donc c'est-à-dire vraiment connaître pour agir. Donc, il y a donc cette méthode de quantification de l'empreinte environnementale du numérique qui est en cours de développement, également un baromètre de l'impact environnemental des acteurs du numérique. Ensuite, il faut agir dans le sens d'une plus grande sobriété. Et donc là, on a vu tout le besoin de réduire l'empreinte environnementale donc de la fabrication, d'une part, et des usages, d'autre part. Donc là, il y a toute une série d'actions justement proposées par le gouvernement dans sa feuille de route à ce sujet. Et enfin, troisième pilier, c'est finalement utiliser le numérique vraiment comme levier d'innovation pour accompagner cette transition écologique. Tu es en mute, Camille. Pardon, c'était à cause du tapage de porte. Donc justement, pour rebondir sur ce sujet-là et pour revenir sur le sujet de la Smart City, ce qui est important de préciser, en fait, c'est que la Smart City, derrière tout ce que j'ai démontré, c'est un concept qui est quand même assez large et que chacun s'est un peu approprié et a défini à sa manière. Et il semble se dessiner un modèle qu'on appelle de Smart City à la française, qui est vertueux dans la définition qu'on va lui donner, qui sont vertueux dans tout ce dont on vient de parler. Alors bien sûr, encore une fois, l'impact du numérique, c'est un sujet qui est assez nouveau aujourd'hui et qu'on apprend à évaluer et sur lequel on apprend à agir. Mais néanmoins, voilà, ce modèle de Smart City à la française, il a quelques principes qui ont été, en l'occurrence, identifiés par une étude de France Urbaine, qui vise à dire que déjà, c'est un modèle où on va être à la recherche d'une performance et d'une sobriété, donc aussi bien sur toutes les thématiques que je vous ai mentionnées, mais vraiment dans un objectif du coup d'améliorer les services tout en allant sur de la performance énergétique, une mobilité moins émettrice et du coup globalement un impact sur les ressources plus faibles. Le deuxième axe qui est important, c'est autour de la gouvernance horizontale et de proximité, c'est-à-dire de se dire, on ne vient pas faire un projet de Smart City, on le décrète et on met en place des capteurs et on a un nouvel usage. Il y a une vraie logique de mobilisation des acteurs du territoire. C'est un projet politique, un projet de territoire qui implique de la concertation et de l'adhésion des citoyens, qui implique éventuellement l'appui, voire la création et le développement d'un écosystème en local. Je ne l'ai pas reprécisé parce que il faut aller un peu vite, mais comme je vois que le temps pour le moment est OK et qu'on n'a pas encore beaucoup de questions, je peux le préciser là. Par exemple, à Dijon, comme à Angers, il est prévu que sur la base de toutes les données que la collectivité va finalement générer, elle puisse finalement travailler avec un écosystème, soit de start-up locales, soit d'acteurs du territoire, pour identifier des nouveaux projets à développer autour de ces données. Et donc, il y a vraiment la logique d'une gouvernance assez horizontale et assez proche des acteurs du territoire. Le troisième sujet qui est assez important dans cette définition à la française, c'est l'adaptation des projets aux spécificités locales. On a appuyé l'idée en introduction que la Smart City, elle répondait à des enjeux et qu'elle était centrée sur ses usagers. On ne va pas prendre une solution sur étagère et la développer. Je vais pas résoudre un problème sur la collecte de mes déchets si j'en ai pas dans ma collectivité. Ce qui est intéressant, c'est d'aller identifier comment le numérique et la solution digitale va pouvoir répondre de manière efficace à un problème qui existe effectivement sur ma collectivité. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, quand on parle de projet de Smart City, on n'a pas de définition unique. Dans les deux exemples que je vous ai cités, Dijon et Angers, il y a eu des approches.
différentes, mais des approches quand même assez d'envergure. Il y a un vrai projet politique de transformation de la collectivité autour de solutions de smart. Mais on a d'autres choix dans des collectivités où on va aller chercher une solution métier pour répondre à une problématique plus particulièrement. On va aller chercher plutôt à améliorer l'interaction avec ses concitoyens. On va chercher à améliorer plutôt un sujet d'exploitation dans le domaine de l'eau, de performance énergétique, de sécurité. Enfin, voilà, on est vraiment sur une logique où la Smart City doit être adaptée aux enjeux locaux. Et le dernier point, c'est le côté travail partagé, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà on dit Smart City, qu'on pourrait traduire qu'on traduit en France un petit peu par ville intelligente, mais il faut sortir de l'idée que c'est que la ville, en réalité, et c'est pour ça qu'on a voulu dézoomer aussi avec une logique de territoire connecté. On est au-delà du centre urbain. On doit aussi voir comment la Smart City, comment les outils de la Smart City participent à une meilleure alliance à l'échelle d'un territoire, à une meilleure prise en compte de ce que chacun peut apporter à l'échelle d'un territoire entre la ville et des territoires périurbains ou ruraux, voisins ou appartenant au territoire. Et donc, ces quatre grands principes qui forment finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart City à la française, ils s'inscrivent du coup dans cette dynamique de manière un peu plus directe, dans cette dynamique de transition environnementale, sous réserve, encore une fois, bien sûr, qu'on ait bien étudié du coup l'impact au global de cette Smart City. Pour conclure, effectivement, le numérique, c'est vraiment la question entre les opportunités et tous les risques que ça peut finalement présenter. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, une transition écologique est nécessaire et qu'elle ne pourra que s'appuyer sur un changement de société, un changement de culture et donc des changements au niveau individuel des comportements, en allant vers, avant tout, plus de sobriété, et notamment plus de sobriété dans les usages numériques. Et en même temps, ce que l'on voit, c'est que cette transition écologique pourrait être portée par des solutions numériques innovantes, pour autant qu'elles soient bien réfléchies. Et donc là, c'est toute l'importance de bien mesurer finalement les impacts et les bénéfices attendus. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et effectivement, on a déjà des questions. Et donc, je vais lire la première. Quels sont les impacts de la Smart City sur les organisations ? Et je vais y répondre de suite. Je vais apporter une réponse. Vous me direz si ça correspond à votre question. Ce qui est intéressant, c'est qu'un projet de Smart City, si c'est vraiment identifié comme un projet de transformation du territoire, ça peut avoir un impact sur finalement le métier des acteurs, le métier des agents de la collectivité. On peut identifier du coup des nouveaux métiers. On va devoir faire monter en compétences, peut-être sur des compétences digitales, des agents qui n'utilisaient pas le digital, et transformer un peu leur métier parce qu'une partie de leur métier est devenue aussi nourrie par le digital. Donc, on voit que c'est pas sans impact effectivement sur l'organisation, en tout cas de la collectivité. C'est pas donc, je fais une réponse un peu hybride pour essayer d'y répondre complètement. Et c'est pas sans impact non plus sur les organisations au sens tout ce qui peut être en relation, les entreprises, etc. Puisque du coup, on va on va apporter des nouveaux modes d'interaction. Donc, de fait, effectivement, comme toute nouveauté, il y a un changement qui s'opère et il faut l'accompagner et il faut s'assurer qu'il correspond bien et qu'il répond bien à l'usage. On a une autre question, Camille. Donc, dans les projets de Smart City les plus matures, comment l'information est-elle partagée avec les citoyens? Y a-t-il des tableaux de bord partagés et compréhensibles pour le grand public en open data? Alors, pareil, il n'y a pas de réponse unique sur ce sujet. Et alors, je ne vais pas faire croire que j'ai une réponse exhaustive en plus à ce jour. Mais ce qui est sûr, c'est que l'interaction avec le citoyen est un sujet qui est travaillé de manière assez importante. Ce qu'on voit émerger le plus souvent, ça va être une interaction qui permet aux citoyens, effectivement, d'alerter sur des événements et d'être informés en retour de comment l'événement est traité. Ça peut être aussi des informations un peu en temps réel qui permettent du coup, imaginons une application citoyenne déployée dans une collectivité, qui permettent de redescendre une information, trafic, accident, etc., toutes les informations utiles, qualité de l'air dans la ville, voilà, des choses, informations utiles aux citoyens. En termes de maturité, c'est l'ambition. Tout n'est pas forcément encore déployé partout de la même manière et ça va dépendre, comme je vous le disais, de quel angle la collectivité a voulu choisir en premier. Il y a des collectivités qui ont déjà déployé de façon très
très complète des applications d'interaction avec leurs citoyens. Mais finalement, ça dépend par quel angle elles l'ont pris. Mais du coup, la réponse est oui. Il y a effectivement il peut y avoir des données accessibles à l'échelle de la collectivité pour les citoyens par des portails spécifiques. Est-ce que nous avons d'autres questions en régie? Ok. Eh bien, je pense, mais la régie me confirmera, que si nous n'avons pas d'autres questions... Ah, non, la régie me dit qu'il y a une autre question. Alors, une question sur le rapport coût-bénéfice. Comment valoriser économiquement le bénéfice environnemental? Donc, ça, c'est vraiment le sujet du moment, ça. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, oui, donc la Smart City, justement, bien réfléchie, permet d'avoir un impact, justement, environnemental, enfin, d'avoir un bénéfice environnemental qui surpasse, justement, les coûts. Donc, c'est toute la réflexion qu'il faut mener, justement, dans le cadre de la mise en place de solutions. Et ça, c'est très important. Ouais, et au-delà de ça, je ne sais pas, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, Virginie, dans la réponse. Je t'en prie, vas-y. Au-delà de ça, on essaye de plus en plus de quantifier l'impact social aussi. Et c'est-à-dire qu'on va être dans des logiques, et c'est le travail qu'on essaye de faire, notamment sur le déploiement du territoire intelligent d'Angers, de se dire, le projet de Smart City, il a des impacts environnementaux, il a des impacts sociaux, il va permettre une meilleure inclusion, peut-être un meilleur accès à l'emploi, peut-être également d'éviter les risques d'accidents de la route, etc. Tout ça, ça a une valeur économique pour la collectivité. Et donc, on essaye de ne pas juste s'arrêter à se dire ça a une valeur. Et de plus en plus, on essaye effectivement de quantifier. C'est des travaux qui sont tout nouveaux. Hein, et on essaye de quantifier cet intérêt pour justement pouvoir, encore une fois, ça rentre dans toute la balance qu'on a démontré tout à l'heure, pouvoir se dire finalement, réellement, entre guillemets, le temps de retour sur investissement de la Smart City, est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue économique, environnemental et social d'investir dans ce type de solution parce que ça nous apporte effectivement un bénéfice au global. Merci beaucoup pour ces questions. Je crois cette fois qu'on a répondu aux questions qu'il y avait sur la plateforme. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas, nos coordonnées sont sur cette diapositive si vous souhaitez nous poser d'autres questions. On a essayé, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, de faire une présentation aussi sobre numériquement parlant que possible, en limitant les photos au strict nécessaire. Cette photo-là était-elle nécessaire? C'est une vraie question, puisque nous sommes à côté. Hein, finalement, on n'y avait pas pensé quand on a fait cette slide. Sur les autres, on a essayé de limiter les images, justement, pour se forcer à cette question de mon usage nécessite-t-il toute cette quantité de données pour vous passer les propos? Est-ce que nous-mêmes et notre dynamisme, on ne suffit pas pour passer les messages? Donc, merci à nouveau. Je crois qu'il y aura un replay disponible. Donc, n'hésitez pas, par ailleurs, à le repartager ou à rentrer en contact avec nous. Et puis, bonne suite de festival à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.